Première partie, chapitre 4. La punition. Le grand froid vient couvrir de neige le monticule de terre sous lequel repose Marek. L'eau vive qui ruisselle le long de la falaise se fige, changée en de longues gouttes transparentes, aussi dures que de la pierre. C'est l'époque de la vie ralentie, du sommeil bienfaisant. Sous les fourrures, il fait bon, et en dormant, on oublie le vent trop rude, la nuit interminable, la faim. Kilik marche d'une drôle de façon, sa jambe le fait encore souffrir. Il boite un peu. Ordos passe l'hiver parmi le clan. Sa présence irrite Kilik, qui pense souvent aux écorces brûlées. Un matin, la rivière rugit sous la force des eaux libérées. L'air s'adoucit. La saison chaude, avec ses fleurs et ses lumières, revient à pas de loup. Lorsque l'herbe pousse d'un vert tout neuf, les enfants deviennent ivres de chaleur et d'espace. Ordos regagne son repère où nul n'a le droit d'entrer. Kilik respire mieux. Il se sent libre. Enfin, comme l'eau de la rivière. « Ohé, Kilik, qu'est-ce que tu fais par ici? Viens voir !» Belti a trouvé une petite grotte. « Monte vite, il y a des baies rouges à l'entrée, les meilleures, celles qui piquent la langue. » Anno fait de grands signes pour encourager Kilik à le rejoindre. La pente est rude, semée d'éboulis. Quelques racines tordues qui émergent du sol servent de prise. Kilik s'accroche, se hisse comme il peut vers le méplat de la falaise. Il transpire tant qu'une nuée de moustiques tourne autour de lui. Maintenant, il est tout près d'Anno qui lui tend la main et l'aide à se rétablir sur une longue avancée de pierre grise. Kilik retient une petite grimace de douleur. Sa jambe lui obéit mal. Il boite encore. Anno et Belti ont commencé à se gaver de fruits avec des mimiques de joie, des éclats de rire. Kilik les regarde d'un air agacé. Il avance d'un pas, s'arrête. « Mais viens donc !» crie Anno. « Qu'est-ce que tu as ?» « Il y a peut-être une bête au fond de la grotte. On fait mieux de redescendre, ce n'est pas prudent. » Anno pouffe, les mains sur les hanches. Il a la bouche barbouillée d'un jus rouge comme du sang. « Peureux, voilà ce qui arrive quand on reste des jours couché dans son coin. Tant pis pour toi, les baies sont presque mûres. » Belti danse d'un pied sur l'autre, moqueuse. Kilik hésite. Doit-il avancer encore ou les convaincre de partir? « Je vous dis que c'est dangereux, et il y a les mêmes baies près de l'abri, en bas, dans le vallon. Nous ne devons pas nous éloigner autant. » « Et toi alors, qu'est-ce que tu venais faire par ici ?» répond Anno. « Je vous cherchais pour vous dire de rentrer. » Kilik ne sait pas mentir. Ses joues s'enflamment. Belti le dévisage, puis elle hausse les épaules. Par bravade, elle s'installe, assise par terre, à l'entrée de la petite grotte. Belti a 11 ans. Sa poitrine est déjà ronde, ses cheveux sont tressés. Elle fait la belle, entre Kilik et Anno. L'un des deux garçons sera sûrement son compagnon dans quelques saisons. Anno fanfaronne aussi, en faisant le geste de se glisser dans la cavité. Kilik se mord les lèvres, blanc de colère. Il crie, d'une voix étrange. « Ne va pas plus loin, Anno. Je suis sûr qu'une bête vit là-dedans. » Si une bête y habite, elle est trop petite pour me faire peur. Et pas de folle. Pas de folle, c'est le nom que donnent les enfants du clan à Kilik les jours de querelle. Il grimace, humilié. Anno n'est plus son ami. Il le comprend d'un seul coup. Mais il n'a pas le temps d'y penser car Anno se penche pour examiner le sol de la grotte, suivi de Belti, toujours rieuse. Brusquement, ils se redressent tous les deux. Kilik n'ose plus bouger. Il attend. Cela ne tarde pas. Le cri d'Anno, un cri de surprise avec une petite note de peur. « Oh, tu as vu, Belti ?»« Oui. » Le oui retentit comme un appel de détresse. Anno et Belti restent immobiles. Seuls, leurs yeux s'agitent, à droite, à gauche. Les deux enfants sont inquiets. Kilik baisse la tête. Cette fois, il est perdu. Un peu de courage lui vient, juste assez pour supplier. « Anno, Belti, ne le dites pas, je vous en prie, ne dites rien. » Anno regarde les bisons tracés sur la paroi rocheuse, silhouette noire sur la pierre grise. Belti contemple les têtes de lion, elles aussi tracées en noir, mais colorées de roux. Anno parle le premier, d'une voix haute, faussée par l'émotion. « Ordos t'a défendu de faire ça, Kilik. Pourquoi as-tu recommencé? À cause de toi, Marek est mort. » Belti marche droit vers le coupable. Son visage a pris une gravité étonnante, qui l'a vieilli. « Anno a raison, Kilik. Mon père est mort à cause de toi, pendant que tu traçais des bisons sur les écorces. » Kilik proteste farouchement. « C'est faux. Vous êtes aussi sots que tous les autres. Marek n'est pas mort à cause de moi. Je n'ai jamais fait de chevaux, et c'est un étalon qui a tué ton père, Belti. Pas un bison, ni un lion. » Les deux enfants reculent, effarés. Ils fixent Kilik comme s'ils avaient en face d'eux une créature étrangère et dangereuse. Ils vont s'enfuir, courir à toutes jambes jusqu'au grand abri. Ils vont prévenir Ordos.
Kilik balbutie. Écoutez, si vous voulez, je vais effacer les animaux. Ils sont petits, ce ne sera pas long. Ne le dites pas à Ordos. Anneau, je t'en prie. Anneau ne veut rien entendre. Il secoue ses cheveux, recule encore. Les cailloux de la pente roulent sous ses pieds. Belty l'a devancée, elle est déjà en bas du ravin. Kilik se laisse tomber sur le sol. Il ne bouge pas, les mains posées sur ses genoux. Il n'effacera pas les bisons et les têtes de lion. Il attendra le clan. Ordos, son père Oyon, et sa mère Liama, et tous les autres. Tous verront les bêtes dessinées sur la paroi de la petite grotte. Après, peu importe ce qui arrivera. Il est fatigué. Chaque fois qu'il le pouvait, il a marché jusqu'ici, loin du grand abri, pour jouer avec le noir du bois brûlé, la pâte tendre de l'argile rouge détrempée d'eau. Il se croyait protégé des curieux. Il s'était imaginé que personne ne le découvrirait dans ce coin perdu de la vallée. Il a perdu. Anneau n'est plus son ami, ses parents ne pourront pas le défendre. L'hiver a été long, rude. La vieille Mume est morte. Un bébé est mort. Marek n'est plus là pour nourrir sa compagne et Belty. La faim a durci les ventres, l'ennui a rongé les esprits. Ordos n'aura jamais tort après un hiver aussi cruel. Kilik lève son visage vers le ciel. Quelques nuages gris y défilent, quelques corbeaux y tourbillonnent. Tout est paisible, la pente semée de genévriers, le fond du vallon et son filet d'eau vive. Le bruit du vent ressemble à une chanson de Mam pour Awina. Awina qui sait marcher maintenant et qui entoure de ses bras le cou de Kilik quand il la prend contre lui. J'emmène Kilik loin de vous tous. Il ne peut pas rester parmi nous. Son esprit est un danger comme ses mains. Son œil noir me nargue, même maintenant, alors qu'il sait que je vais le conduire loin de son clan, loin de sa mère. Il ne me demande même pas pardon. Il ne supplie pas. Je vais bander ses yeux avec cette peau de martre qui repousse les mauvaises forces cachées derrière le front. Ne pleure pas, Liama. La saison chaude n'est pas finie. Kilik aura une provision de viande, un épieu pour chasser. À son âge, j'ai connu l'épreuve de l'isolement. Elle purifie le corps et le cœur. Kilik en a besoin. Il doit renoncer à sa folie. Ordos parle, parle, parle. Liama pleure doucement, Awina cramponnée à son cou. Oyon est blême de rage. Rage contre Ordos qui chasse son seul fils du grand abri. Rage contre ce fils, Kilik, qui n'en fait qu'à sa tête. Ordos ajoute d'un ton plus doux. Je laisserai Kilik dans un lieu sûr. Je ne lui veux aucun mal. Je protège le clan en agissant ainsi. Il ne devait pas désobéir. Les bisons vont revenir dans la prairie. Si Kilik reste, les bisons seront furieux. Nos épieux se briseront sur leur dos, des chasseurs seront blessés. Viens, Kilik. Les yeux bandés, l'enfant sent la main calleuse d'Ordos s'emparer de la sienne. Il avance à tâtons, guidé par Ordos. Ils s'en vont. Ils marchent longtemps. Sous les pieds nus, les pierres sont tantôt rondes ou aiguës, la terre tantôt dure ou friable. Kilik, aveuglé, respire à plein poumon. Il voudrait reconnaître à l'odeur le chemin mystérieux que suit le vieil homme, muet à présent. Sans doute sourit-il, heureux d'éloigner ce garçon de 11 ans aux doigts menaçants. Ils dorment une nuit sous l'avancée d'une falaise. Kilik mange et boit, mais il ne dit pas un mot. Par fierté peut-être, mais il ne veut pas supplier Ordos d'enlever ce bandeau de peau qui enserre son front, lui tient chaud et le change en infirme. Il ne demandera rien à Ordos. Rien. Dans son cœur naissent la colère et la haine. Le chagrin pesant, étouffant, était déjà là, à l'instant où il a quitté le grand abri. Quitté Liama, sa mère si tendre, si bonne. Il la revoit émerveillée devant les formes de bison et de lion. Oui, il revoit ses mains caresser les écorces de bouleau. Au souvenir du feu qui a dévoré les écorces, Kilik retient une envie de pleurer. Il ne doit pas pleurer. Ordos ne verra pas de larmes s'échapper du bandeau. Le lendemain, il marche encore. 3 jours. L'homme maigre et grisonnant, l'enfant brun et doré qui trébuche parfois. L'air fraîchit quand Ordos s'arrête enfin. Agenouille-toi ici, Kilik. Je pose à côté de toi de la viande et un épieu, une peau de renne pour te coucher. Ne bouge pas de là. Tu as de l'eau à proximité, un ruisseau. Tu es à l'abri. Je vais ramasser du bois pour allumer un feu. Ne bouge pas. Je reviens bientôt. Garde la peau de martre sur tes yeux. Tu t'es montré sage durant le voyage. Cela me prouve que les forces mauvaises cachées derrière ton front sont déjà affaiblies. Tu vas guérir, Kilik. Kilik a un petit mouvement de rage, mais il se tait. Ordos l'a emmené si loin. Il pourrait bien le tuer et raconter ensuite au clan ce qu'il voudrait. Il ne faut pas provoquer sa colère. Il y a autre chose. L'enfant espère vaguement que l'homme va passer la nuit avec lui. Toute cette histoire est peut-être faite pour lui faire peur, le rendre sage, le guérir vraiment. Ordos le ramènera peut-être parmi le clan un peu plus tard. Peut-être. Peut-être. Une ronde de peut-être tourne dans la tête de Kilik. Le temps passe.
Pas un bruit de pas, pas un craquement de branches brisées. Le silence, lorsque l'on demeure si longtemps les yeux bandés, devient intense, effrayant. Ordos? Kilic a murmuré, inquiet. Soudain, il dénoue le bandeau de cuir, il l'arrache, le jette. Les images redonnées l'éblouissent. Là-bas, emplissant le porche étroit d'une haute caverne, le ciel resplendit, rose et or. Le soleil doit se coucher. Ordos a disparu. Il ne reviendra pas. Il a menti. Kilic hurle de toutes ses forces. Ordos! Ordos! Celui-ci doit être loin. Kilic est seul, tout à fait seul. Il voit près de lui la peau de renne, la viande séchée, les pieux. L'enfant se lève. Il ne s'est jamais senti aussi petit, aussi faible sous le poids de la roche, aussi seul. Il croit deviner au loin des hurlements de loup. Je dois allumer un feu, vite. Kilic est soudain comme un jeune animal affolé. Bien sûr, Ordos savait ce qu'il faisait en le laissant ici. Il court sur une pente bleuie par l'ombre des falaises. La grotte s'ouvre dans une gorge immense qu'il ne connaît pas. Le paysage lui-même lui paraît complètement inconnu. Des pierres énormes entourent un filet d'eau plus bas. Des arbres rabougris se tordent, surgis d'un repli de la pierre. C'est un lieu vivant, seulement peuplé par les fauves et les rapaces. Pas une senteur de fumée, pas un cri d'homme. Kilic court, se charge de bois mort, le rapporte à la caverne. Puis il ramasse un galet, le brise net sur un autre galet. Coupe des ronces et des prunelliers, s'écorche, se déchire. Ses mains saignent, ses bras. Il s'en moque. À la nuit noire, il a fermé l'entrée de son refuge. Il a allumé un feu. Il est fier de lui. J'ai suivi les conseils de mon père. Je suis un chasseur. Les bêtes n'oseront pas approcher. Désespéré aussi. Je suis tout seul. Mam, Aouna. La chaude présence du clan lui manque si fort qu'il en tremble de terreur. Il pleure, recroquevillé près des flammes. Dehors, le ciel devenu d'un bleu profond. C'est la nuit puissante, palpitante de créatures redoutées. Quand les loups ont hurlé de nouveau, plus près, Kilic a enfoncé sa tête entre ses épaules. Il a d'abord refusé de les écouter, mais les hurlements modulés, chants de faim et de chasse, se sont amplifiés, sont devenus de plus en plus proches. Les loups ont gravi la pente en hésitant, tout leur sens en éveil. Une piste, qu'ils suivent une piste fraîche, prometteuse. Une proie les attend au creux de la falaise. Entre leurs dents et la proie, il y a une masse insolite de branches épineuses et surtout cette chose bizarre, dangereuse, dont la vue les hérisse, le feu. Ils observent, rôdent, hument les odeurs mêlées, le bois brûlé, la viande sèche, celle de la créature cachée derrière les flammes. Un gibier convenable, d'une taille alléchante, mais un gibier qui soudain se redresse, agite les bras, pousse des cris surprenants avant de jeter des pierres et des galets, de jeter du feu. Les loups préfèrent chasser plus loin. Ils fuient, encouragés par les clameurs étranges qui s'échappent de la caverne et les poursuivent. Kilic hurle. « Ce que je fais, c'est bien, et c'est beau. Tu entends, Ordos, je le ferai encore, longtemps. C'est bien, et c'est beau. Beau, beau, beau. » Puis il tend vers la paroi rocheuse la branche dont un des bouts est noir, charbonneux.